Sais-tu que le droit représente un tiers des points de l'épreuve CUJM dans le BTSCG et c'est responsable de nombreux échecs? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de notions complexes à comprendre et à maîtriser. Il faut savoir ce qu'est une phase précontractuelle, qu'est-ce qu'un pourparler, qu'est-ce qu'un avant-contrat, à quoi ça sert, quelles sont les conditions de validité des contrats, quelles sont les différentes clauses, et tout ça peut décourager et ça fait lourd. Donc, je m'appelle Mohamed, j'ai 2 ans et demi d'expérience en cabinet comptable et je vais t'aider dans cette vidéo avec des exemples simples, concrets, à gagner des points pour ton BTS-CG. Donc, nous allons aborder les points suivants. Donc, qu'est-ce qu'une phase précontractuelle? Qu'est-ce qu'un avant-contrat? Qu'est-ce qu'un pourparler? Quels sont les grands principes à respecter? Y a-t-il des limites? Et quels sont les contenus des contrats? Donc surtout, n'hésite pas à rester jusqu'au bout de la vidéo, il y a un bonus gratuit. Allons-y. Donc la phase précontractuelle. Donc la phase précontractuelle, c'est une phase de négociation, donc destinée à aboutir à un contrat et matérialisée par un pourparler. Donc la phase précontractuelle, c'est la première phase qu'il y a. Donc c'est une phase de négociation et son but, c'est d'aboutir à un contrat et le moyen, donc c'est le pourparler. On va voir ce qu'est un pourparler. Donc, l'objectif, comme on l'a dit, donc aboutir à un contrat matérialisé par un pourparler. Donc, le pourparler peut être oral ou écrit. Donc, il s'agit en fait d'échanges préliminaires entre deux parties et pour parvenir d'un accord. Donc, il n'y a pas d'engagement ferme tant que le contrat est signé. Donc, c'est une phase, on va dire, provisoire. Elle, elle est dans, comment dire, elle est dans une démarche d'engagement pour éventuellement signer un contrat, mais ce n'est pas définitif. Donc, il y a plusieurs formes de pourparlers. Donc, ça peut être une discussion verbale, des échanges de courrier, Gmail, ou bien une lettre d'intention. Donc, comme on a vu ici, donc, la phase provisoire précontractuelle, donc la négociation, donc on négocie. Donc, comment on vient de le dire, oral ou écrit, elle peut être formalisée par, et donc elle formalise, pardon, une intention, donc un accord, avant la conclusion du contrat principal. Donc c'est pour formaliser une intention d'accord. Plusieurs formes, comme on a dit, donc échange, mail, lettre d'intention. Ensuite, il va y avoir une deuxième phase, donc la phase précontractuelle. Ça va être la phase définitive. Elle va comporter un contrat entre les deux parties. Pour définir simplement le contrat, on peut dire que c'est l'acceptation d'une offre qui conclut une validation, ou on peut aussi dire que c'est le consentement et l'accord des deux parties et qui va permettre la naissance de ce contrat. Donc pour plus simple, on peut dire que c'est juste l'acceptation d'une offre entre les deux parties. Et c'est à partir du moment où le contrat est signé, donc l'accord devient définitif. Il était juste avant donc provisoire. Il s'agissait d'échanges et de documents qui ne sont pas définitifs, voilà, lettre d'intention, etc., qui confirment simplement l'intention d'accord sans engagement ferme. Et là, on vient, donc le contrat, donc c'est quelque chose de définitif. Nous allons parler maintenant des principaux types d'avant-contrat. Commençons par la lettre d'intention, qui est un document dans laquelle donc une partie va exprimer son intention de contracter avec l'autre sans engagement ferme. Donc, cette lettre d'intention va contenir donc l'objet de la future relation, l'intention de poursuivre les négociations, les points à négocier. C'est une marque d'engagement moral, mais le document n'est pas encore légal. Comme on a vu ici, donc l'objet de la future relation, ici, donc par exemple,
c'est une prestation de service. Donc ici, on va avoir l'intention de poursuivre les négociations. Intention d'entrer en négociation par rapport à ce contrat de prestation de service. Donc l'objet ici, comme on a dit, c'est de formaliser l'engagement d'une partie envers une autre. Et donc les points qui seront négociés donc, durant la prochaine phase de négociation, ça va être donc la durée, les modalités, donc les modalités de facturation, etc. Donc tous ces points-là, donc c'est les points encore à négocier. Mais déjà, on a une base. Donc ensuite, ça sera tout pour cette partie-là. Donc, comme on a dit, donc c'est une marque d'engagement moral, mais pas encore légale. Deuxième type d'avant-contrat, donc c'est l'accord de principe. Ici, ça va être donc un engagement mutuel, pas comme la lettre d'intention où c'était une partie envers l'autre. Là, c'est les deux qui s'engagent donc sur les grandes lignes du futur contrat. Et il reste quelques points encore à négocier. Donc, comme pour la lettre d'intention ici, on va voir donc l'objet de la future relation, les points d'accord déjà trouvés, toujours l'engagement moral. Et donc, pour rappel, donc ce n'est pas un document définitif, mais ça sert de base de travail pour pouvoir rédiger le contrat final. Par exemple ici, donc l'accord de principe, donc société alpha avec société bêta, donc deux parties, donc la prestation, donc ici, ça va être, il s'agit de prestations informatiques. Donc l'accord, donc les points qui sont, on va dire, déjà trouvés. Donc ici, ça va être la durée, donc 1 an, le montant estimatif de la prestation, donc 18 000 € par an. Et donc pour rappel ici, voilà, donc ce n'est pas un acte juridiquement valable. Il s'agit d'un accord de principe. Troisième type de contrat, donc la promesse unilatérale de contrat. Donc c'est une partie qui s'engage à conclure le contrat, donc si l'autre décide de lever l'option, c'est-à-dire d'accepter. Donc une partie, comme on a dit, l'autre va avoir donc un droit d'option. Elle va avoir par rapport à cette option-là, il va y avoir un délai qui est fixé. Et si l'autre accepte, donc le contrat devient valable. Auquel cas, donc juste une chose, si le promettant, c'est-à-dire celui qui s'engage, donc il entame une démarche de promesse unilatérale, puis il décide de se retraire, il peut y avoir donc une indemnisation à verser de sa part. Par exemple ici, donc contrat de location de bureau, c'était alpha avec monsieur Lemoine. Donc voilà, il s'engage, donc monsieur Dubois s'engage à louer à monsieur Lemoine, superficie donc 40 m², etc. Donc l'engagement est valable jusqu'au 30 juillet 2025. Donc en fait, donc il va y avoir une date butoir, le 30 juillet 2025. Le bénéficiaire, c'est-à-dire celui qui doit lever l'option, s'il l'a fait avant, donc le contrat devient valide. S'il ne l'a pas fait avant, donc le contrat, s'il ne l'a toujours pas fait après le 30 juillet, donc la promesse devient caduque. Ensuite, alors un cas particulier ici de la promesse unilatérale de contrat. Il s'agit de la promesse unilatérale de vente, qui est un cas particulier de cette promesse unilatérale de contrat. Voilà. Donc ici, on a un exemple donc, entre Madame Durand et Monsieur Lefebvre.
Madame Durand qui est propriétaire et qui a décidé de vendre à Monsieur Lefebvre, qui est l'acheteur. Donc il s'agit d'un bien, etc., situé à Bordeaux. Voilà. Donc le prix donc, de 140 000 euros. Donc cette vente-là, elle doit être faite au plus tard le 30 août 2025. Donc pour réserver cette vente exclusive, donc Monsieur Lefebvre a donné une indemnité d'immobilisation donc de 5%, soit 12 000 euros, qui s'il l'achète donc sera déduite du prix total, donc 240 000 moins 12 000. Mais si auquel cas il décide de renoncer à l'achat, donc cette indemnité sera perdue. L'avantage de ce type de promesse, donc, c'est de réserver l'exclusivité de la vente du bien ou d'autre chose. Par contre, en fait, il y a une caution, on peut dire que c'est une caution, voilà, ou autre. Et si donc l'acheteur se retire, donc, il perd cette indemnité d'immobilisation. Ah, c'est logique parce que le vendeur aura pu vendre à quelqu'un d'autre et donc ça se justifie bon, partiellement par rapport à ça. Ensuite, le dernier cas euh, des avant-contrats, donc il s'agit ici du compromis de vente. Donc ce sont deux parties qui vont s'engager à conclure le contrat sous certaines conditions. Le vendeur et l'acheteur qui conviennent d'un contrat sous certaines conditions et chaque partie peut forcer l'autre à l'exécuter. On va voir un exemple. Donc voilà, par exemple ici, donc c'est le cas aussi donc d'une vente de biens. C'est un compromis de vente. On va avoir donc le bien concerné, le prix de vente de 150 000 euros, le dépôt de garantie et les conditions suspensives. Voilà, ici, donc le contrat devient définitif sauf clause suspensive. Donc, ce contrat-là, ce compromis de vente, il est conditionné par le fait que l'acheteur obtienne le prêt. Sinon, ce n'est pas valable. Il y a un délai de rétractation donc, de 10 jours. Donc, à défaut d'exécution, donc si l'acheteur se rétracte, un peu comme on va voir ici, hors délai sans motif valable, le vendeur conserve le dépôt de 10 000 euros. Donc si le vendeur refuse la vente, l'acheteur peut exiger l'exécution des dommages et intérêts. Donc c'est un petit peu ce qu'on met ici là. Chaque partie peut forcer l'autre à exécuter la vente. Donc le vendeur peut forcer l'acheteur en jouant sur le dépôt de garantie et l'acheteur peut forcer le vendeur voilà, s'il se rétracte voilà, à, comment dire, à verser des dommages et intérêts. Maintenant qu'on a vu les principaux avant-contrats, on va se poser la question pourquoi faire un compromis de vente. Donc l'avantage, donc comme on a dit pour le compromis de vente, ça va être un engagement entre deux parties, donc un engagement bilatéral. Il va obliger, si vous voulez, les deux parties à réaliser donc la vente. Donc, l'un comme l'autre, ils peuvent forcer la vente, soit en jouant sur le dépôt de garantie donné par l'acheteur, soit, donc c'est dans le cas où le vendeur ne voudrait pas vendre, jouer sur les indemnités et les dommages et intérêts. Donc voilà, le compromis de vente va permettre de sécuriser la transaction jusqu'à la vente du bien. Donc l'avantage aussi donc, du compromis de vente par rapport à la promesse de vente, comme on a pu l'avoir, c'est que les montants sont beaucoup plus faibles par rapport à l'indemnité d'immobilisation. On a vu que l'indemnité d'immobilisation, donc ça pouvait être de 5 à 10% de la valeur du bien.
Voilà, en revanche, donc, pour le compromis de vente, là, on est plutôt sur des dépôts de garantie, voilà, donc c'est un ordre de grandeur, mais voilà, sur 10 000 euros, etc. Donc c'est des sommes quand même euh, potentiellement moins importantes et ça peut valoir le coup. Donc en résumé, les avant-contrats vont permettre de sécuriser euh, les négociations tout en permettant donc une certaine flexibilité avant l'accord final. Ensuite, la comparaison entre le compromis de vente et la promesse unitaire de vente, on a un peu dit tout à l'heure, c'est un peu de redite, mais c'est pas grave, c'est pour la formation. Euh, donc, le compromis de vente, on vient de l'expliquer. Promesse unitérale de vente engage seulement le vendeur. Voilà. Donc le compromis de vente, donc pour faire le lien, donc là c'est un accord, on va dire commun, c'est un compromis. La promesse unilatérale de vente, c'est la promesse qui émane du vendeur, ça engage seulement le vendeur. Voilà. Donc l'acheteur est libre d'acheter ou pas. Auquel cas, donc, il donne une indemnité d'immobilisation qu'il peut perdre voilà, s'il ne va pas au bout, mais il est libre d'acheter. Et il y a seulement le vendeur qui s'engage à vendre à l'acheteur. Donc ensuite ces deux contrats, ces deux avant-contrats, donc ce sont deux avant-contrats pardon, euh, qui sont établis avant la signature définitive chez le notaire. Voilà, donc là c'est pour la partie avant-contrat. Maintenant on va passer à une autre partie. Donc on a vu les avant-contrats, maintenant on va passer euh, donc au grand principe voilà, qui vont encadrer donc, les phases de négociation pour parler. On va avoir la liberté contractuelle. Celle-ci donc, va contenir donc, plusieurs éléments. Donc, le premier, donc, la liberté de contracter ou ne pas contracter, la liberté de déterminer le co-contractant, la liberté de déterminer le contenu du contrat. La liberté contractuelle va donc, il va y avoir trois points. Donc c'est la liberté de pouvoir contracter, je contracte ou je ne contracte pas, la liberté de déterminer avec le co-contractant avec qui je vais co-contracter, et la liberté de déterminer le contenu. Donc liberté de contracter ou pas contracter, avec qui je contracte, et le contenu du contrat. La bonne foi, la bonne foi. Voilà un autre grand principe, donc la bonne foi et l'obligation d'information. L'obligation d'information, et excusez-moi, donc aussi un grand principe à respecter, c'est la loyauté et l'équilibre des échanges. Souvent entre un professionnel et quelqu'un de, on va dire, de sachant et quelqu'un de non sachant, on peut avoir un déséquilibre. Donc il y a un équilibre à maintenir à ce niveau-là d'information, donc que les deux personnes aient les mêmes informations au moment de faire la négociation, ça peut mener à un déséquilibre et où une partie serait, on va dire, lésée par rapport à l'autre. Donc, pour résumer, donc, les grands principes, il peut y avoir la liberté contractuelle, la bonne foi, l'obligation d'information, la loyauté et l'équilibre des échanges. Je vous ai mis un petit mémo technique ici. Donc, PLC, LBL, OLA, donc LCL, voilà, donc ça permet donc de vous rappeler des quatre points ici qu'on a vus. Après, vous pouvez en choisir d'autres, libre à vous. Ensuite, pourquoi ces grands principes? Donc, comme on a dit ici, donc les grands principes vont permettre de sécuriser la période précontractuelle. Donc, cette phase va aboutir à un accord ou un désaccord entre les parties, mais il y a une volonté ici de sécuriser la période contractuelle. Un peu comme on avait dit sur les avant-contrats, qui vont sécuriser la phase de négociation.
Ces grands principes aussi vont permettre d'encadrer et de sécuriser donc, cette période précontractuelle. Donc maintenant, peut-on rompre les pourparlers? Y a-t-il des limites? Est-ce qu'on peut indéfiniment faire des négociations, renégocier, etc. Machin. C'est la question qu'on va se poser ici. En principe, on peut rompre les pourparlers autant qu'on veut. Tant qu'aucun accord a été conclu, on peut rompre les pourparlers, les négociations, autant qu'on veut. Cependant, là juste pour rappel, donc, comme on l'a dit, donc, pour parler, c'est la phase de négociation, donc pas d'obligation de conclure le futur contrat. Cependant, voilà, on va voir certaines libertés à ne pas enfreindre. Donc, cette liberté, donc, on peut rompre les pourparlers en se basant, donc, comme on a dit, donc, sur les principes de bonne foi et de loyauté. C'est-à-dire qu'en fait, si on a fait des négociations et on a poussé l'autre partie, donc on lui a fait croire que l'accord allait se faire, etc., qu'il a engagé des frais, et au dernier moment, on rompt la négociation. Donc voilà, on est en train d'enfreindre le principe de bonne foi et de loyauté. Et comment dire, cette rétractation devient nulle en fait. Parce on a enfreint ce principe. Donc on peut rompre, mais tout en étant honnête vis-à-vis de la négociation qu'on a pu avoir avec l'autre. Donc, pour continuer par rapport à ces limites-là, comme on a dit, il faudra respecter donc, la bonne foi, le principe de bonne foi et de loyauté. Donc l'obligation de bonne foi, selon l'article du Code civil, donc les négociations doivent être menées de bonne foi. Donc, donc une rupture brutale ou de mauvaise foi peut être sanctionnée notamment si donc l'autre partie, on l'a dit tout à l'heure, a laissé croire à l'autre que le contrat allait être conclu. La rupture intervient après de longues discussions et a causé un préjudice important. Alors et donc dans ce cas-là, après le Code civil, voilà, on a enfreint le principe de bonne foi, qui sont les limites à ne pas dépasser dans le cadre des pourparlers. Il y a un autre point, donc l'abus de droit. Donc l'abus de droit donc, va concerner donc, une manière abusive de rompre les pourparlers. Donc, par exemple ici, une rupture soudaine, sans justification, après avoir poussé l'autre partie à engager des frais. Toujours par rapport donc, à ces pourparlers. Donc les pourparlers, on récapitule. Donc c'est dans la phase précontractuelle, avant contrat. Ensuite, ça va mener ou non à un contrat ou donc un désaccord. Donc dans le cas, pour parler, voilà, pour parler avant contrat, puis donc soit ça va mener à un contrat, donc l'acceptation d'une offre, soit ça va mener à un désaccord ou désaccord des parties, ou bien rupture abusive, soit l'un soit l'autre. Donc ici, donc attention ici, ça c'est quelque chose qui tombe souvent dans les examens. Ça c'est un point très important à connaître. Donc pour rappel, donc le contrat c'est la rencontre entre l'offre et l'acceptation. Les conditions de validité d'un contrat, il y a donc le premier point, donc c'est le consentement des parties. Il doit être libre et éclairé. Libre et éclairé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à y avoir de vice de consentement. Les vices de consentement sont l'erreur, le dol, c'est-à-dire la tromperie, la violence. Quand deux parties consentent voilà, à faire un contrat, il faut qu'elles respectent, il faut qu'elles, comment dire, il faut que le consentement ne soit pas vicié, qu'il ne va pas y avoir quelque chose qui les pousse ou qui les force à signer.
Il faut que les deux parties soient pleinement conscientes de ce qu'elles font. Donc c'est pour ça qu'on dit que le consentement des parties doit être respecté, doit être libre et éclairé. Donc pas d'erreur, pas d'erreur, pas de tromperie, pas de violence. Les violences peuvent être physiques, matérielles, etc. D'une partie envers l'autre. Pas d'erreur, pas de tromperie, pas de violence. Elles doivent respecter aussi donc, la capacité juridique, condition. Donc c'est qu'il soit majeur ou mineur émancipé. Donc, il faut qu'elle ait des droits et qu'elle puisse les utiliser. Par exemple, un mineur, il a des droits, mais dans le cadre d'un contrat, il ne peut pas l'utiliser. En revanche, un mineur émancipé, il a des droits et il peut les utiliser dans le cadre d'un contrat juridique. Et ensuite, il faut qu'il respecte donc le contenu du contrat qui doit être licite et certain. Là, par exemple, si c'est un contrat qui vise voilà, on va vendre des stupéfiants ou autre, voilà, le contrat il est caduc. Donc, puis un autre cas, par exemple, si un employeur signe avec son employé avec un taux horaire inférieur au SMIC. Donc là, ça c'est interdit. Donc le contrat devient caduc, même si c'est signé, etc. Étant donné qu'on n'a pas que le contenu il n'est pas conforme à la loi, donc il devient caduc, même s'il est signé, donc ça c'est un contrat annulé. Grosso modo, voilà, comme on a dit, donc les trois conditions à connaître pour que le contrat soit valide. Donc il faut que il faut assurer le consentement des parties, que les deux parties soient pleinement conscientes et qui n'ont pas été forcées à signer le contrat, que la capacité juridique soit présente. Donc il faut que la personne soit majeure ou mineure émancipée, donc un individu euh, qui, qui, euh, qui puisse voilà, utiliser ses droits et que le contenu doit être licite et certain, pas de choses illicites. Voilà, comme on a dit, donc le contrat devient nul voilà, si les conditions ne sont pas remplies. Autre chose aussi, une remarque, donc ça c'est dans le programme. Donc le mécanisme de représentation, c'est autre chose hein, donc, que le contrat. Le mécanisme de représentation, à savoir, donc ça permet aux personnes morales, on dit des dirigeants ou des présidents, d'accomplir des actes juridiques. Ah, excusez-moi, pardon. Personnes morales, donc c'est plutôt les sociétés, d'accomplir des actes juridiques par le biais des dirigeants. Voilà, donc tout ce qui est les entreprises donc, sont des personnes morales, mais en revanche, elles peuvent donc enfin, accomplir des actes juridiques par le biais de leurs dirigeants ou présidents, par exemple. Ça, c'est juste quelque chose c'est dans le programme, donc c'est à connaître. Donc, une fois que le contrat est signé, qu'est-ce qui se passe? Donc, une fois que le contrat est signé, donc les deux parties vont avoir des droits et des obligations à respecter. Comment dire, ça, c'est logique. Maintenant, comment comment sécuriser les relations lors de l'exécution du contrat? Donc, pour sécuriser l'exécution, enfin sécuriser les relations, on va avoir notamment les clauses qui vont venir ici, donc sécuriser. Euh, on va le voir juste après. Mais en grosso modo, ces clauses-là donc, vont venir sécuriser les engagements, prévenir les conflits, protéger ses intérêts et gérer les imprévus. Donc, je te rappelle donc les clauses dans le contrat, c'est les clauses dans le contrat qui vont venir donc sécuriser les relations
lors de l'exécution des contrats. Sécuriser donc au niveau des engagements, prévenir les conflits, protéger ses intérêts et gérer les imprévus. Donc, il y a plusieurs clauses. On va avoir les clauses générales, donc, qui vont comprendre le prix, l'objet, et les clauses particulières, la clause pénale, clause de renégociation, clause résolutoire. Là, résolutoire, c'est pour une résiliation d'un des parties. Clause de réserve de propriété, etc. Par rapport à ces clauses-là, donc la définition, c'est une clause est un ensemble de mots ou de phrases présentes dans un acte juridique, qui vont dans le sens, comme on a dit, donc sécuriser les engagements, prévenir les conflits, etc. Donc, est-ce qu'il y a une limite par rapport à cette clause? Donc, la limite par rapport aux clauses, c'est la clause abusive. C'est la clause qui va créer un déséquilibre significatif entre les parties. Elle est considérée comme abusive. Donc, c'est-à-dire, par exemple, l'exonération totale de la responsabilité d'un vendeur en cas de problème. La modification unilatérale du contrat sans l'accord d'un consommateur. Par exemple, vous achetez, je sais pas moi, sur Amazon ou peu importe, et le vendeur change le contrat sans votre accord. Vous avez signé un contrat ou vous êtes mis d'accord sur un contrat, et puis il change sans l'accord du consommateur. Donc ça, il faut qu'il soit prévenu, le consommateur, d'un changement de contrat. Ça fait partie d'une clause abusive. Donc si la clause est jugée abusif, donc le contrat peut être nul. Donc en résumé, il va y avoir des clauses autorisées, clause générale, etc., comme on a dit avec le prix, etc. Et les autres clauses, donc les clauses qui sont interdites, c'est-à-dire les clauses abusives. On rappelle, alors là, une fois que le contrat est signé, il va y avoir donc, ce qu'on appelle les effets de contrat, c'est-à-dire l'ensemble des conséquences juridiques qui vont découler de sa conclusion et de son exécution. Les principaux effets sont, par rapport aux effets de contrat, sont la force obligatoire. Selon l'article du Code civil, le contrat fait foi entre les parties. Elles doivent le respecter comme si c'était une règle légale. Les faits relatifs, seules les parties signataires du contrat sont tenues par ces obligations et peuvent exiger l'exécution. Et il y a aussi donc l'obligation d'exécution et les sanctions en cas d'inexécution. Si l'un des parties ne respecte pas ses engagements, plusieurs sanctions sont possibles. Donc une exécution forcée, une résolution ou une résiliation du contrat et potentiellement des dommages et intérêts. Donc, on rappelle ici, donc, les effets du contrat sont les conséquences juridiques qui ont été faites juste après, donc, après la signature du contrat. Donc ces effets-là, donc, il va y avoir 4 points. Donc la force obligatoire, c'est-à-dire que le contrat entre les deux parties, donc, il engage les deux parties et ils doivent le respecter comme si c'était la loi. Ensuite, les faits relatifs, donc c'est les deux parties donc, sont tenues par les obligations qui sont présentes dans le contrat et donc ils doivent les exécuter. Donc l'obligation d'exécution. Ensuite, donc en cas d'une exécution donc d'une des parties, on peut y avoir donc une exécution forcée, ou obliger l'autre partie à faire sa part, ou bien auquel cas on peut avoir une résolution, une annulation du contrat et potentiellement des dommages et intérêts. Donc en résumé, par rapport au contenu et fait des contrats, donc une fois que le contrat est signé, cela va créer des droits et des obligations auxquels les co-contractants doivent se soumettre. Il y a ici le contenu du contrat, ce que le contrat peut contenir. Donc on a vu les clauses autorisées et les clauses générales. Et puis les clauses particulières.
les clauses pénales, renégociation, résolutoire, la résiliation d'une des parties, clause limitative de responsabilité, clause de réserve de propriété, et il y a donc aussi donc, interdiction des clauses abusives. On ne peut pas mettre tout ce qu'on veut sur un contrat. Et ensuite, il y a les effets du contrat. Les effets du contrat, il y avait donc 4 points. La force obligatoire entre les parties. Donc, le contrat s'impose aux parties, comme si c'était la loi. L'effet relatif à l'égard des tiers. Donc, le contrat, donc, sauf exception, est inopposable aux tiers. C'est-à-dire que le contrat il est entre deux parties. On ne peut pas faire intervenir une troisième personne dans ce contrat. Il ne peut pas s'appliquer à un tiers. C'est ce qui veut dire le terme inopposable. L'obligation d'une exécution. Qu'est-ce qui se passe en cas de manquement à une obligation? Donc il y a une exécution on peut avoir une exécution forcée. Dommage et intérêt de la part d'une partie qui s'est sentie lésée ou qui a subi des pertes financières ou autres. Une résiliation du contrat. Donc il y a une petite distinction ici. Donc résolution, donc c'est là un investissement rétroactif, c'est-à-dire que le contrat est, donc, est censé ne jamais avoir existé. On annule le passé, résolution. Résiliation, on annule le futur. Donc, la fin du lien contractuel pour la vie. En résumé, dans la vidéo, on a vu donc qu'est-ce qu'était une phase précontractuelle. On a vu ce qu'était donc le moyen, donc le pourparler. C'est un moyen de négociation en phase précontractuelle. Il peut être écrit ou oral. On a vu des exemples des avant-contrats, les lettres d'intention, les accords de principe, les promesses unilatérales, etc. Les grands principes à respecter en phase de négociation précontractuelle, limites. Les grands principes, les conditions de validité d'un contrat, le consentement des parties, la capacité juridique, le contenu certain et illicite, et comment sécuriser les contrats au moyen des clauses et leurs limites. Ensuite, on a vu les contenus et les effets des contrats. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, donc thème 1 droit. J'espère que ça vous a plu, donc faites-le moi savoir. Prochaine vidéo, BTS-CG, donc CUJM, thème 1 économie, donc pour clôturer le thème 1 de CUJM. Voilà, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo. Ensuite, vous trouverez juste en bas donc un PDF donc, gratuit téléchargeable qui résume la vidéo donc, du thème 1 droit.